Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le 19h30, l'Europe et les cas de Covid à la hausse. L'Allemagne est fortement touchée. Le pays a enregistré aujourd'hui un record de nouvelles infections avec plus de 37 000 cas recensés en 24 heures. Certaines régions prennent des mesures strictes. Nous sommes en direct avec Luc André. L'Allemagne qui passe à la 3e dose, tout comme la Suisse. Les cantons ont élaboré leur stratégie pour commencer la semaine prochaine. Nous faisons le point ce soir avec Julien Schiffel. Le Jura sous le choc après le vol et la prise d'otages de Basse-Cour. Les malfaiteurs sont toujours en fuite et laissent une région totalement traumatisée. Vous verrez aussi comment essayer vos vêtements sur Internet pour éviter de les renvoyer aux fournisseurs. De nouvelles technologies virtuelles sont inventées en Suisse pour un commerce en ligne plus économe et plus écologique. Et puis en fin de journal, le retour d'ABBA, Dancing Queen, Mamma Mia. Le groupe mythique suédois sort un nouvel album après 40 ans d'absence. 1,5 million de morts supplémentaires en Europe d'ici le mois de février. Les dernières prédictions de l'OMS sont inquiétantes. Les contaminations quotidiennes au coronavirus sont à nouveau en forte hausse, tout particulièrement à l'est du continent. Nos proches voisins, à commencer par l'Allemagne, sont eux aussi sévèrement touchés. Marc Julmy. L'Allemagne frappée dans son cœur. Pour cette seule journée, 37 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans l'ensemble du pays. Un nouveau record absolu. Le gouvernement tente de contenir la vague qui menace, mais à en croire la tendance des derniers jours, celle-ci ne va pas rapidement refluer. Ce n'est pas le début de la 4e vague. La 4e vague est là depuis longtemps. Mais nous constatons aujourd'hui que cette vague gagne en puissance et qu'elle s'est clairement accélérée avec des chiffres d'infection records pour l'Allemagne. Une progression des infections en dents de scie depuis le début de la pandémie, voilà bientôt 2 ans, mais clairement repartie à la hausse à partir du mois dernier. Premiers concernés, les non-vaccinés. L'OMS met en évidence, notamment en Allemagne, la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid. La situation est dramatique par endroits, inquiétante. Il ne faut pas baisser la garde. Réunis depuis 2 jours à Lindau sur le lac de Constance, les représentants du gouvernement fédéral et les autorités des Länder tentent de coordonner leurs réponses. Certains annoncent des mesures drastiques. Ainsi, dès lundi, la Saxe va introduire l'obligation de la vaccination pour accéder aux restaurants, cinémas et lieux clos. Le test PCR ne suffira plus, ce sera donc le vaccin, sinon rien. Luc André, face à cette situation, l'Allemagne met la pression aujourd'hui sur les non-vaccinés. Oui, je vais prendre l'exemple de la Saxe, la région la plus radicale dans ce domaine. À partir de lundi, il sera donc impossible aux récalcitrants à la vaccination d'accéder au restaurant, de participer à des événements en intérieur ou d'aller en boîte de nuit. La vie sociale, avec l'arrivée de la saison froide, va donc se réduire drastiquement pour ce public. Ce type de mesure est repris à différents degrés dans des régions à proximité des frontières suisses, la Bavière et le Bade-Württemberg. L'objectif, c'est donc de réduire, si possible, les contaminations et peut-être pousser certains récalcitrants à finalement se faire vacciner. Les espoirs des autorités allemandes dans ce domaine restent un petit peu tenus. Alors, pour limiter la casse, l'idée est venue de généraliser la 3e dose. Après 6 mois après le 2e vaccin, les Länder et le gouvernement fédéral prêchent avec cette idée et prennent de vitesse la commission d'experts de la vaccination. Sa recommandation actuelle vise actuellement les plus vulnérables, notamment les plus de 70 ans et le personnel soignant. Élargir la cible représente un véritable défi logistique. Il faudra d'abord rattraper le retard du début de cette campagne de 3e dose auprès du public prioritaire. Elle a été assez poussive jusqu'ici. Et puis, il faudra aussi prendre en charge les millions d'Allemandes et d'Allemands qui se sont fait vacciner au printemps et qui donc sont éligibles pour cette 3e dose dans les semaines à venir. Pour relever ce défi, le ministre de la Santé fédéral Jens Spahn recommande la réouverture des centres de vaccination pour épauler la médecine de ville. Merci beaucoup, Luc. Et puis la 3e dose, il en est question aussi en Suisse, après le canton du Jura, le canton de Vaud. Genève a communiqué aujourd'hui sa stratégie. La semaine prochaine, le Conseil fédéral lance son opération pour convaincre les indécis. Une semaine pour la vaccination qui marque aussi le début de la 3e dose en Suisse romande. Alors Julien Schiffel, on va voir avec vous comment ça se passe
dans chaque canton roman. Oui, alors on parle depuis longtemps de cette troisième dose. Maintenant, elle est là. C'est une dose de rappel pour stimuler le système immunitaire des personnes les plus fragiles, mais elle n'est pas obligatoire et elle n'est pas pour tout le monde. Alors, qui est-ce qui va en bénéficier ? Eh bien, les personnes de plus de 65 ans qui sont déjà totalement vaccinées depuis plus de 6 mois et les personnes qui sont particulièrement vulnérables. Pour le prouver, eh bien, elles devront présenter un certificat médical. Quand débute cette nouvelle campagne, elle a déjà commencé. À Genève et dans le canton de Vaud, les inscriptions sont déjà ouvertes pour des rendez-vous qui pourraient déjà tomber la semaine prochaine. Dans les cantons de Jura, Fribourg et Berne, eux suivront une semaine plus tard. Rendez-vous la semaine prochaine inscriptions la semaine prochaine pour des rendez-vous à partir du 15 novembre. Et à Neuchâtel et en Valais, eux visent également la mi-novembre, mais ils doivent encore préciser leur stratégie. Dans tous les cas, la priorité de tous les cantons, c'est les résidents en EMS qui seront vaccinés par des équipes mobiles. Merci beaucoup, Julien. La vaccination qui est fortement recommandée en Suisse pour les femmes enceintes. Avec ce constat, le virus peut infecter et proliférer dans le placenta. Des chercheurs bernois et lausannois l'ont découvert. Ces nouvelles informations nous permettent de comprendre le Covid pendant la grossesse. Les femmes enceintes ont un plus grand risque d'être infectées et d'être admises aux soins intensifs. Delphine Janora. Julie a accouché il y a 13 jours. Un petit Laszlo en pleine forme. La nouvelle maman s'est fait vacciner pendant sa grossesse. Moi, j'ai attendu le 3e trimestre. C'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension quand même à le faire, mais quand j'ai vu qu'il y avait pas mal d'hospitalisations de femmes enceintes en Grande-Bretagne et aux États-Unis et qu'il y avait aussi beaucoup de femmes enceintes qui s'étaient fait vacciner sans souci particulier, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Les femmes enceintes et leurs fœtus sont particulièrement vulnérables au Covid. Et tout se passe au niveau du placenta. C'est une étude sortie aujourd'hui qui l'affirme. Dans certains cas, lorsque la maman est infectée, le virus peut atteindre le placenta, s'y reproduire et voire même le détruire, ce qui peut mener à une asphyxie du fœtus. Le placenta, c'est le poumon du fœtus. Ce qui est vu au niveau du placenta, c'est exactement la même chose qui se passe en cas de pneumonie à SARS-CoV-2 au niveau du poumon d'un adulte. Il y a une inflammation très intense qui empêche de respirer. Les risques pour les femmes enceintes sont quantifiables. 70% plus de chances d'être infectées par le virus. Si elles sont infectées, le risque d'aller aux soins intensifs est de 5%. Et pour le bébé aussi. Au niveau du CHUV, il y a eu effectivement quelques cas, malheureusement, de décès de bébés in utero. Mais il y a surtout eu plus de naissances prématurées parce qu'il y avait nécessité d'accoucher le bébé pour sauver la maman. Alors, selon les chercheurs, toutes les femmes enceintes doivent se faire vacciner. Comme cette jeune femme vaccinée au 4e mois de grossesse, maman depuis hier. À mon avis, c'était une bonne solution déjà pour moi, enceinte ou tout en n'étant pas enceinte. Et à mon avis, c'était d'autant plus nécessaire et opportun du fait d'être enceinte. Pourquoi ? Parce que ça me concernait moi et le bébé en même temps. Car ainsi, le nouveau-né est aussi immunisé contre le Covid via les anticorps de sa maman. Pour les non-vaccinés, il y a la possibilité de faire des tests Covid rapides. Depuis le mois d'octobre, mi-octobre, ils sont payants. Un nouveau marché se développe en Suisse alémanique. Plusieurs entreprises ont ouvert au centre des villes des points de test qui ressemblent à des petites boutiques et qui proposent des prix bien inférieurs à ceux pratiqués habituellement dans les pharmacies ou les centres de test. Les tests à prix cassé, c'est un sujet de Raphaël Gubler et Séverine Ambrus. Des tests Covid rapides, cette entreprise qui a ouvert au centre de Zurich il y a quelques semaines en propose à des prix défiant toute concurrence à partir de 11 francs. Pour ce client, le choix est vite fait. Il faut savoir que ça grève quand même pas mal un budget, un test. Donc si j'ai besoin de tester une fois par semaine en moyenne, donc au lieu de payer 200 francs ou voire plus, je paye que 120 francs. Donc ça vaut la peine. Ouais. L'entrepreneur derrière cette nouvelle offre zurichoise vit en Autriche. Depuis la fin de la gratuité des tests, il dit avoir déjà vendu plusieurs milliers de ses abonnements à prix cassé. Nous avons ouvert maintenant plus de 50 centres en Suisse et en Autriche. Ainsi, nous pratiquons un volume très important de tests. Cela nous permet, par conséquent, de proposer ces prix relativement meilleur marché. 11 francs le test antigénique si on souscrit un abonnement, 28 francs sans abonnement, contre environ 45 à 47 francs chez la plupart des autres prestataires comme les pharmacies. Avec une telle différence de prix, on peut se demander si les pharmaciens ne facturent pas leurs tests trop chers. Réponse de leur fêtière, les deux offres ne sont pas comparables.
C'est exactement dans le marché comme ça. Si vous allez chez un discounter, vous avez des produits, vous prenez le produit vous-même. Tandis que là, vous avez un service, vous avez un conseil possible. Ces tests rapides dans les pharmacies, la Confédération a accepté de les rembourser jusqu'à mi-octobre au prix fort. Mais là aussi, elle indique que ce prix était justifié. C'est vrai que quand la Confédération paye tous les tests sans discrimination, c'est plus difficile de créer une compétition. Mais de là à dire qu'on les a payés trop cher, en principe, c'était la responsabilité des laboratoires de ne pas facturer plus cher que nécessaire. Les prestataires de tests à bon marché pourraient eux en tout cas bien jouer un rôle toujours plus important. Notre entrepreneur autrichien par exemple envisage maintenant de s'implanter en Suisse romande. Le Jura est encore sous le choc après le vol et la prise d'otage de Basse-Cour. Les malfaiteurs courent toujours après avoir passé la douane et brûlé leur véhicule. Dans la région, de nombreux sous-traitants qui utilisent des métaux précieux craignent de vivre une expérience similaire. Daniel Bachmann, Fleur Ducet et Serge Mérilla. Basse-Cour, le 3 novembre, un homme rentre du travail, il va vivre l'enfer. Devant sa porte, 6 hommes armés, ils le prennent en otage avec sa femme et ses enfants. Direction l'usine qu'il dirige, spécialisée en métaux précieux pour l'horlogerie. Une arme est pointée sur sa famille, le directeur, lui, accompagne les malfrats dans l'usine. Dans ce service de sécurité de la région, externe à l'affaire, on est perplexe. C'est un danger qui existe, mais de cette violence-là, c'est quelque chose quand même qui est inouï dans la région et puis qui marque les esprits. Ce mode opératoire a un nom, le Tiger Kidnapping. Comme un tigre observe sa proie dans la jungle, ces grands bandits ont sûrement espionné le directeur pour connaître ses habitudes. Très organisés, les malfrats ressortent avec de l'or dans des quantités que l'enquête déterminera. Ils roulent ensuite direction Bourignon. Là, ils abandonnent la famille dans les bois. Au-delà de l'or, cette histoire touche une chose bien plus précieuse, l'humain. Cette famille, ses parents, ses enfants, nous avons pu les rencontrer. Ils sont choqués, ils souhaitent rester discrets. Ils sont aujourd'hui pris en charge psychologiquement. Solène Perruchou a connu des situations similaires. Notre corps et notre cerveau vont se protéger de l'impact émotionnel violent en mettant différents symptômes qu'on aura, par exemple une hypervigilance, un état de choc. Donc c'est vraiment tous des symptômes qui sont normaux après une telle situation, mais qui permettent vraiment au corps et au psychisme de se protéger de cette violence en fait. Désormais seuls, les malfrats forcent un barrage à la douane de Lucelle et blessent un douanier. Près de Belfort, 2 puissantes voitures sont retrouvées carbonisées. Un tel vol d'or, ce n'est pas une première dans l'arc jurassien. Avec une industrie spécialisée dans la haute horlogerie, on parle même de supermarché pour voleurs. Cette situation montre que malgré toutes les mesures de sécurité qu'on peut prendre, le risque zéro n'existe pas. Ces dirigeants d'entreprise doivent vivre aussi quelque part avec sans cesse cette peur que quelque chose de ce type-là se produise et ça doit être assez terrible. Les malfrats, eux, se sont évanouis dans la nature. La justice jurassienne a ouvert une enquête et ne fait pas de commentaires. On apprend aujourd'hui que Darius Rochebin a retiré sa plainte pénale pour diffamation déposée contre Le Temps. Une enquête du journal sur des cas de harcèlement sexuel à la RTS mettait en cause l'ex-présentateur du 19h30 qui a toujours rejeté ces accusations. L'avocat de Darius Rochebin confirme avoir trouvé un accord avec le groupe Ringier, ancien propriétaire du journal Le Temps. Selon nos informations, cet accord comprend le versement d'une indemnité en faveur de l'ancien présentateur de la RTS. Dans le canton de Genève, un incendie a paralysé le centre de Versoix cet après-midi. Un feu qui a pris des proportions impressionnantes. 6 sapeurs-pompiers ont été blessés dans l'opération de secours. Joël Boissard. La taille de l'incendie n'est pas proportionnelle à celle de l'immeuble. Dans le vieux bourg de Versoix, les bâtiments ne sont pas très hauts, mais la toiture de celui-ci a brûlé pendant plus d'1 heure. C'est en tout début d'après-midi que le feu a démarré. On a vu par une fenêtre la fumée et un quart d'heure après, 20 minutes, toutes les fenêtres, une fumée noire qui sortait. Puis le feu a pris des proportions hors normes. Nous avons été confrontés à un embrasement généralisé des combles et d'une partie du dernier étage avec des équipiers à l'intérieur, probablement dû au gaz de combustion. Nous avons dû procéder à une évacuation d'urgence des sapeurs-pompiers qui étaient présents dans le bâtiment à ce moment-là. 6 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. 4 ont été transportés aux hôpitaux universitaires de Genève pour un contrôle.
Le service d'incendie et de secours a déployé un très gros dispositif, 11 véhicules, 40 hommes assistés de 20 pompiers volontaires. Malgré cela, le bâtiment est en très mauvais état. C'est un des plus vieux immeubles de Versoix, oui. C'est une catastrophe. Tout est tombé, le toit s'est effondré, c'est affreux. Catastrophe aussi pour le tea room qui est au rez-de-chaussée. Après tout ce qui s'est passé, après le Covid, après la route suisse, les travaux, et maintenant qu'ils pouvaient recommencer une vie normale, et voilà qu'il leur arrive une chose comme ça. Oui, ça nous fait beaucoup de peine. Une fois le feu maîtrisé, il reste un travail délicat d'analyse et de consolidation du bâtiment. Il faut éviter tout effondrement. La rue principale restera fermée encore pour une bonne partie de la soirée. Des milliers de jeunes ont marché aujourd'hui dans les rues de Glasgow à la fin de la première semaine de la conférence mondiale COP26 sur le climat. Ils accusent les grands de ce monde d'inaction face au dérèglement climatique. L'égérie du mouvement, Greta Thunberg, était sur place. 2 jours de manifestations sont prévus dans la ville écossaise pour crier l'urgence climatique. Et ces militants du climat fustigent notamment les importantes subventions versées pour les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Une étude récente du FMI estime que les États dépensent beaucoup plus pour soutenir ces industries que pour l'énergie verte. Le chiffre de 5 900 milliards de dollars par an est avancé. Explication Dominique Steiner, Pascal Jeanneret. C'est l'industrie la plus massivement subventionnée du monde, aujourd'hui plus que jamais. Les États soutiennent leur secteur pétrolier, financent extraction, exportation ou consommation de gaz ou de charbon, sans facturer les dommages sanitaires ou climatiques. L'an dernier, entre les aides directes et indirectes, ce sont 5 900 milliards de dollars en subventions dont ont bénéficié les énergies fossiles, 6,5% du PIB mondial, plus que les dépenses en éducation. Le monde dans son ensemble, l'Europe, tout le monde subventionne toujours l'énergie fossile, ce qui peut sembler quand même absolument hallucinant, non, dans le cadre que 197 pays ont signé l'accord de Paris. Les énergies fossiles ne sont pas les seules à être subventionnées. Les renouvelables le sont aussi, mais beaucoup moins. Selon une autre étude en 2017, sur l'ensemble des subventions pour l'énergie, 3/4 ont afflué vers les fossiles. 20% seulement aux renouvelables, 128 milliards, le reste aux biocarburants et au nucléaire. On parle beaucoup des investissements qui seront nécessaires pour effectuer et rendre cette transition possible. Et bien sûr, ce sont des chiffres énormes et ça peut faire peur. Mais encore une fois, dans la mesure où on alloue tellement d'argent aujourd'hui à ces subventions nuisibles, je pense qu'il faut absolument se dire qu'une grande partie de ces besoins d'investissement peuvent être résolus juste avec une réallocation du capital. Réallouer le capital du fossile vers le renouvelable, c'est l'éléphant dans le débat climatique. Un dinosaure même dans ce clip des Nations Unies. Revenant du passé, il alerte l'humanité. Vous financez votre propre extinction. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Lui n'est pas monté à Glasgow, mais son argument y est dans toutes les têtes. Le 28 novembre prochain, les Neuchâtelois devront se prononcer sur le contournement est de la ville de la Chaux-de-Fonds. Un contournement qui permettra à la ville d'être plus attractive pour les autorités. Une solution qui ne fera que déplacer le trafic pour les référendaires. Ziane Marot, Léa Gelmini. Fin de journée ensoleillée à la Chaux-de-Fonds, l'heure d'une promenade dans les gaz d'échappement. Malgré l'augmentation gigantesque du trafic, rien ici n'a changé dans ce carrefour depuis 130 ans. Le guide de cette balade de campagne, Daniel Musy, fervent défenseur de la création du contournement de la Chaux-de-Fonds. Sur le terrain, on se rend beaucoup mieux compte de la situation topographique du centre-ville de la Chaux-de-Fonds, asphyxié par les gaz et le bruit, je dois parler très fort pour me faire entendre, que si on regarde sur un plan. Le 28 novembre prochain, le peuple neuchâtelois devra se prononcer sur ce contournement à l'est de la ville. Il vise à libérer le centre historique d'une grande partie de ses 22 000 véhicules quotidiens. Son coût, 186 millions, dont 73 payés par le canton de Neuchâtel. 186 millions pour déplacer des bouchons, on aura vu mieux. Pour les référendaires, de l'argent bien mal investi. Ce projet pourrait être un bol d'air pour quelques riverains et les usagers d'une petite partie du centre-ville. Par contre, d'autres riverains des rues à peine plus périphériques, mais toujours au centre-ville, seront très impactés. Et en période d'urgence climatique et environnementale, on peut plus se permettre d'augmenter encore nos émissions de gaz à effet de serre.
Le Conseil d'État et les autorités chaux-de-fonnières défendent ce projet. Il permettrait à la métropole horlogère d'inverser la tendance de ces dernières années. Depuis 2015, elle perd des habitants. La Chaux-de-Fonds est l'une des rares villes de cette taille-là à ne pas avoir de contournement routier. Il y a un rattrapage nécessaire, on est en train de le faire au local avec la Confédération également. Et tout le monde dans le canton de Neuchâtel a bénéficié d'une ville de la Chaux-de-Fonds attractive qui connaîtra plus d'intérêt démographique à y vivre, à développer son activité commerciale ou économique. Si le peuple l'accepte, les travaux auront lieu jusqu'en 2027. Dans le canton de Vaud, l'hôpital des patients situé à côté du CHUV tire un premier bilan après 5 ans, un bilan positif pour un établissement unique en Suisse. Il s'agit d'une structure hospitalière intégrée au CHUV qui garantit un suivi médical avec un confort hôtelier en plus. Léandre Dugan. Christiane suit un traitement contre le cancer. Pour la radiothérapie, elle se rend au CHUV, mais les contrôles de routine comme celui-ci se font dans l'hôtel où elle loge. Cet hôtel des patients, c'est une solution magnifique pour les gens qui n'habitent pas sur place. J'ai un contrôle médical, je vois pratiquement tous les jours un oncologue, il y a les infirmières 2 fois par jour, la tension, voir si tout va bien. Comme Christiane, ils sont plus de 13 000 à avoir séjourné à l'hôpital des patients de Lausanne depuis 2016. Un étage, par exemple, est réservé aux femmes qui ont une grossesse à risque ou qui viennent d'accoucher. Le corps infirmier est présent 24 heures sur 24. Quand ils sont accueillis chez nous, ils ont une chambre pour eux tout seuls avec une salle de bain privative. Et je pense vraiment qu'ils ont besoin, en sortant du CHUV, d'avoir ce calme pour se reposer, reprendre pied dans la vie réelle, puisqu'ici, ils vont côtoyer également justement la clientèle extérieure. Pour les patients transférés par le CHUV, la prestation est prise en charge par l'assurance de base. Ils peuvent être accompagnés moyennant un supplément. Pour la clientèle externe, le séjour est à leurs frais. Actuellement, l'hôtel a un taux d'occupation de 73%. Donc c'est vraiment des bons résultats, autant qualitatifs que quantitatifs. Au début, l'hôtel peinait à se remplir. 5 ans plus tard, tout le monde s'y retrouve dans ce partenariat public-privé, assure le CHUV. Dans un hôtel comme celui-ci, où les soins sont ici au rez-de-chaussée, pour les patientes qui peuvent bouger ou pour les patients qui peuvent bouger eux-mêmes, c'est plus confortable et 2, pour nous, c'est beaucoup plus économique, ça coûte à peu près la moitié. Donc là, on retrouve facilement notre compte aussi, le bilan est aussi financièrement positif sur ces 5 ans. L'établissement est unique en Suisse. Pour les patients suffisamment autonomes, il permet une prise en charge plus légère tout en garantissant un suivi médical. Et on passe tout de suite au sport avec du tennis. Avec vous, Jean-Paul Cateau, la Suisse affronte l'Australie ce soir à Prague en demi-finale de la Billie Jean King Cup. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt même très très bien puisque la Suisse vient d'empocher le premier point de cette demi-finale. En fait, le premier match vient juste de se terminer et nous allons voir la balle de match. Jil Teichmann est au service et vous allez voir que son bras ne tremble pas. Elle va même conclure cette partie sur 7 premières balles de match et sur un ace. Voilà, score de cette deuxième manche 6-3. Un score un peu plus serré, on va dire, que la première manche. On va voir quelques images aussi du début de la partie parce qu'alors là, Jil Teichmann a carrément survolé la partie. Elle a gagné, tenez-vous bien, ce premier set en 17 minutes sur le score sans appel de 6-0. Donc on peut le dire, en tout cas, ça démarre très bien. Et Belinda Bencic, la championne olympique, sera sur le court pour le deuxième match de cette soirée. Absolument. Le deuxième simple de cette rencontre verra s'affronter donc Belinda Bencic et Ajla Tomljanovic, australienne. La Saint-Galloise, actuellement 17e joueuse mondiale, et on peut le dire quand même assez largement favorite. Et puis s'il fallait encore aller chercher le point de la victoire avec le double, eh bien, il reviendra à Victoria Golubic et à Stéphanie Fögele d'aller chercher le droit d'affronter les Russes qui se sont qualifiés cet après-midi pour la finale. Qualification plus difficile parce que les 3 matchs ont duré plus de 7 heures et elles ont difficilement battu les Américaines. Jean-Paul, belle soirée de tennis à suivre en somme ce soir. Absolument. Sur RTS2. Absolument. On suivra tout ça. Merci beaucoup. Alors maintenant, essayez vos chaussures ou vos habits sur Internet avant de les commander. Sachez que c'est possible. Le commerce en ligne s'intéresse à ces technologies virtuelles dont certaines sont développées en Suisse. L'idée est de réduire le nombre de colis retournés à l'expéditeur. Un gain économique et écologique. Reportage Andreas Colli, Julien Guillaume.
Cette chaussure n'est pas en train de tourner dans une vitrine, mais devant un appareil de radiographie, révélant ses moindres détails. J'obtiens les contours, les dimensions, le type de matériau, l'intérieur, l'extérieur, l'apparence. Active dans la numérisation, cette société bernoise a développé un logiciel capable d'exporter ses radiographies dans les boutiques d'achat sur Internet. À l'avenir, le client devra aussi disposer d'une image numérique de son pied en 3 dimensions. Notre système peut à tous les coups dire que ce modèle de chaussure correspond exactement à ce pied. Il n'y aura ainsi plus aucune raison de renvoyer un produit en disant qu'il ne vous va pas. Voici une autre technologie suisse au service de la mode en ligne. Cette application permet au consommateur de scanner son corps pour l'aider ensuite à trouver la taille parfaite sur Internet. Développé par une spin-off de l'école polytechnique de Zurich, ce système a été racheté l'an dernier par le géant allemand de la mode sur Internet pour une raison. L'industrie de la mode est le 2e plus grand pollueur de la planète. La façon la plus évidente de réduire cette pollution est la suivante. Chaque colis qui n'est pas retourné parce que les vêtements conviennent parfaitement aux clients contribue à la réduction des émissions de CO2. Sur ce marché en plein boom de la numérisation de la mode, les technologies suisses sont tendance. La firme de Charles Flückiger et ses jumeaux numériques de chaussures a déjà conclu des accords avec des grands fabricants. Un comeback après 40 ans de pause. ABBA revient avec un nouvel album qui annonce une série de concerts événements. Les membres du groupe mythique ont aujourd'hui 70 ans et plus. Ce seront leurs avatars qui monteront sur scène, mais leur musique n'a pas pris une ride. Cecilia Mendoza. Cela faisait 39 ans qu'ils n'avaient plus été dans un studio ensemble. ABBA s'est reformé pour un dernier album intitulé Voyage. Je voulais évoquer quelque chose qui serait le reflet de la vie pendant ces 40 ans. On a acquis des connaissances et j'espère aussi un peu de sagesse. Et c'est ce que j'essaie d'écrire. Depuis Waterloo et Dancing Queen, ABBA cumule plusieurs générations de fans présents ce matin chez leur disquaire pour rendre honneur à cette musique indémodable. Elle a un côté très simple, très mélodique, un tout petit peu enfantin par moments, et en même temps, il y a un côté très festif, dansant, sexy. C'est une musique qui a plu à plein de communautés différentes, qui est extrêmement culte, par exemple, dans la communauté gay, qui est d'une musique de mariage par excellence, et à mon avis, avec un des nouveaux morceaux qui est sorti sur l'album, ça sera bientôt aussi une musique d'enterrement. Voyage, ce n'est pas un simple album, c'est tout un concept à la pointe du show business. Une série de concerts-événements sont annoncés pour le printemps à Londres, dans une arène spécialement construite pour mettre en scène des avatars de Agnetha, Frida, Benny et Björn. Derrière ça, on trouve la compagnie fondée par George Lucas, c'est Star Wars, Disney qui possède la dite compagnie, donc ABBA, Disney, Star Wars, on est dans une autre dimension qui est la dimension du rêve, de la fiction, de l'hologramme. Des avatars avec 2 B, mis en mouvement par les corps d'aujourd'hui, mais qui seront montés avec les visages d'hier. Le tout entouré d'un jeu de lumière censé réduire au maximum l'écart entre monde physique et monde digital, ABBA, ou l'art d'être, simultané à celui d'avoir été. La chronique vue maintenant avec cette image chaleureuse entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le président français a fait ses adieux cette semaine à la chancelière allemande en l'invitant en Bourgogne pour une cérémonie informelle. Merci d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout basculer, lui a-t-il déclaré. La chronique vue est signée Cédrine Vergara. On a beau dire, ça fait du bien, non. Un peu de vrai, un peu d'humanité. Emmanuel Macron a le sourire franc, un pansement au pouce et Angela Merkel dans ses bras. Ça ne s'invente pas. Il est 22h10 en ce mercredi 3 novembre au château du Clos Vougeot et pour ses adieux à la chancelière allemande qui quitte le pouvoir, la France a mis les petits plats dans les grands. Bain de foule à Beaune, sonate pour piano de Brahms, remise des insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur et séquence souvenir. Je voulais te remercier de m'avoir tant appris.
et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Puis, légère accolade, échange de regards et, enfin, sous les applaudissements. Oui, la scène, filmée et mise en ligne par l'équipe du président Macron, cartonne. Déjà plus de 3,5 millions de vues. J'aimerais qu'on accepte que les politiciens montrent leurs émotions. C'est beau, peut-on lire ici. Voilà, avant les œufs en meurette, le pâté en croûte et le bœuf charolais du menu bourguignon qui les attend. Macron, Merkel, des gens vraiment comme les autres. Ça fait du bien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Maria Métral. Et puis, vous retrouverez Mathieu Fournet pour Passe-moi les jumelles. Je vous retrouve demain. Très belle soirée sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.